Des perturbations dans la desserte en eau de certains quartiers de Bamako, de Sotuba à Tétébougou, en passant par Garantigui-Bougou, la durée des coupures varie entre 12 heures et une semaine. Quelles sont les causes de cette crise? Comment les populations la vivent-elles? Les éléments de réponse dans ce journal avec Nyanya Aliou Traoré. Médaille d'argent pour les juniors maliennes à l'afrobasket féminin des moins de 18 ans. En finale jouée hier à Dakar, les Maliennes se sont inclinées face au pays organisateur, le Sénégal, 55-50. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Je vous l'annonçais hier, la visite du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra à New York a pris fin. Le Premier ministre a donc regagné cet après-midi Bamako après un séjour d'une semaine qu'il a conduit donc à New York au siège des Nations Unies. Cheikh Modibo Diarra a participé à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où il a fait le point de la crise qui frappe notre pays et a dit espérer que cette réunion de haut niveau puisse déboucher sur une stratégie cohérente en vue de contrer la menace terroriste dans le Sahel. À ce propos, il a demandé l'appui de la communauté internationale et sollicité le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'adoption rapide d'une résolution permettant l'intervention d'une force internationale dans le nord de notre pays. Sur la crise au nord du Mali, plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune des Nations Unies, notamment le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le président en exercice de l'Union africaine, Thomas Boni-Yayi, pour rappeler l'urgence d'une intervention rapide. De retour de New York, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a fait escale à Paris où il a insisté sur la nécessité d'une intervention urgente pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité nationale. Le Mali qui célèbre donc à partir de demain 1er octobre le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Situation sécuritaire du pays oblige. Le thème retenu pour cette 18e édition est solidarité et paix pour un Mali uni et indivisible. En plus des actions traditionnelles du mois, des activités sont consacrées aux personnes déplacées et aux familles d'accueil. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, dans un extrait de son message, nous parle des activités prévues pour ce mois d'octobre. Des propos recueillis par Ramata Konati. Cette année, nous avons essentiellement prévu des activités majeures tournées spécifiquement vers les personnes âgées, les déplacés, les handicapés et les familles d'accueil pour respecter la symbolique du mois d'octobre comme moment fort de lutte contre l'exclusion. Les populations de Gao, Tombouctou et Kidal, sous occupation, ne seront pas à l'est. Nous souhaitons organiser des moments de méditation et de prière religieuse pour la paix au Mali, sans oublier la commémoration de la journée internationale de la canne blanche le 15 octobre. À ces activités phares s'ajouteront les activités traditionnelles de consultation médicale pour les personnes âgées, d'appui aux handicapés, aux femmes et toutes les activités menées par les associations et organisations caritatives associées à la célébration de cette 18e édition. Ceci, nous l'espérons, va contribuer à réaliser davantage la cohésion sociale et atténuer les souffrances et les inégalités pour plus d'équité et de justice sociale. Je vous invite à nous retrouver autour des valeurs qui nous unissent, la solidarité, le partage, l'humilité, la paix et l'amour, afin de bâtir le Mali de nos ancêtres qui ont vécu en parfaite communion malgré leurs différences. Voilà le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion qui démarre donc demain 1er octobre. Demain 1er octobre, la communauté internationale célèbre également la Journée mondiale de l'habitat. Au Mali, le thème choisi est en rapport avec la croissance démographique de nos villes. Il s'intitule « Changer les villes avec les opportunités ». Écoutons ici, à cette occasion, un extrait du message du ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. Ces propos sont recueillis par Fatoumata Kouane. En effet, chaque jour, de nombreuses personnes quittent les zones rurales pour affluer vers les villes en quête d'un avenir meilleur. Et la ville leur offre la possibilité de se procurer du travail, de monter des entreprises, de créer des emplois, de se donner des moyens de subsistance et d'avoir une vie saine à proximité des services essentiels. En choisissant ce thème, l'ONU Habitat entend souligner la nécessité de mieux planifier les villes, car une croissance anarchique ne peut se solder que par une expansion incontrôlée en périphérie des villes,
entraînant donc la création des bidonvilles. Bien planifiées, les villes peuvent être une source d'opportunités tant pour les habitants actuels que futurs. Malgré le combat pour un habitat décent, à travers la transformation des villes en lieux d'opportunités et d'amélioration de nos conditions de vie, la sécurité de l'habitat n'est pas encore gagnée. En effet, de nombreuses personnes souffrent de l'insuffisance, voire du manque chronique d'habitat sécurisé dans un environnement sain. Tout le Mali ne fut-il pas témoin de l'éboulement survenu à la colline de Sikoro, en commune 1, dans le district de Bamako. Le combat pour un habitat meilleur est notre préoccupation. Il ne sera pas facile à gagner. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle poursuit sa visite en 4e région. Diallo Maman Katra a procédé hier à Tomian à la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle de la ville. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 270 millions de francs CFA. C'est un financement du Grand-Duc de Luxembourg. Le compte-rendu de Brahima Kone. Ces coups de truelle marquent la pose de la première pierre du centre de formation professionnelle de Tomenia. L'entreprise Kadari Koulibaly a désormais la tâche d'effectuer pendant 6 mois les travaux de construction de ce centre. Le site comprend 5 hectares et il y sera réalisé un bloc administratif, une salle de dessin technique et des blocs ateliers multifonctionnels. C'est un projet qui coûtera globalement 274 millions de francs CFA. Une initiative du gouvernement du Mali entièrement financée par le Grand-Duché de Luxembourg. La qualité des relations bilatérales entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Mali est indéniable. En effet, elle se concrétise par des actions tangibles sur le terrain, telles que l'appui organisationnel, technique et du conseil régional. Le centre de formation professionnelle de Tomnian, qui sera édifié sur ce site, aura pour mission de former des jeunes du cercle au métier rural connexe, qui sécurise les revenus des producteurs et valorise les sous-produits de l'agriculture vivière et de rôde. L'objectif visé à travers ce projet est de structurer une offre de formation professionnelle crédible. L'amélioration des conditions d'accueil, la diversification de l'offre de formation en relation avec les besoins du marché du travail sont des actes prioritaires de la politique nationale de formation matérialisés par le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. L'amélioration de la qualité de nos ressources humaines et leur bonne gestion sont des impératifs au développement et la consolidation de la paix dans notre pays. La réalisation du présent projet, du présent chantier de construction d'un centre de formation professionnelle constituera une avancée certaine pour le cercle de Tomia, pour la région de Ségou et pour le Mali en entier. Cette cérémonie se situe selon les autorités régionales dans le cadre de l'atteinte des résultats du programme d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle PAFIP. Ce programme vise à former et à insérer 16 000 jeunes dans la région de Ségou et le cercle de Yorosso. En prélude à la Journée internationale de l'habitat, les coopératives d'habitat du Mali ont tenu une conférence de presse. Elles demandent l'aide des partenaires afin de trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Au cours de la conférence de presse, ils ont également rendu compte de leur entretien avec le ministre du Développement social et évoqué un voyage que les membres de la fédération entreprendront bientôt au Canada. Notre pays compte 17 000 coopératives selon la fédération, mais seulement 207 d'entre elles sont pour le moment affiliées à la Fédération nationale des coopératives de l'habitat. C'était donc là la conférence de presse de la coopérative d'habitat du Mali. Le réseau des journalistes africains pour l'environnement a tenu hier son assemblée générale. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée. Il s'agit du compte-rendu des activités menées et de la mise en place des nouveaux bureaux. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Garibou Pérou pour le compte-rendu. Protéger l'environnement, telle est la vocation du réseau des journalistes africains pour accompagner la politique nationale. Dans cette perspective, le réseau a mené des activités dans la cohésion. Nous sommes menacés à tous les niveaux. Les inondations, les effets des changements climatiques, la déforestation. Tout ceci constitue aujourd'hui des défis à relever.
Pendant ces 4 années, nous avons eu à faire beaucoup d'activités. Et ces activités, puisque nous sommes des journalistes, ont été essentiellement focalisées sur la communication. Notre pays a signé plusieurs conventions, mais les dangers liés aux effets des changements climatiques sont toujours perceptibles. Le Mali a signé ratifié toutes les conventions. Convention cadre sur la biodiversité, convention cadre sur le changement climatique, convention des zones humides, des bois tropicaux, des éléphants. On a fait tout ceci. Alors, quelle est la réalité? Il s'agit de rendre compte au peuple, il s'agit de rendre compte à la population de qu'est-ce qu'on est en train de faire. La lutte contre la dégradation de l'environnement doit être menée tant au niveau individuel que collectif. À propos du second point inscrit à l'ordre du jour, à savoir le renouvellement du bureau du réseau des journalistes africains de l'environnement, il a été reporté à cause de l'absence de certains membres du réseau. En attendant, un organe de transition a été mis en place. L'association des jeunes patrouilleurs de Gao, mobilisée pour la sécurité des personnes et de leurs biens, elle a tenu une conférence de presse ici à Bamako avec comme objectif informer l'opinion publique sur les actions qu'elle mène sur place. Les jeunes patrouilleurs, c'est ce groupe de jeunes de Gao qui s'organise en brigade de surveillance pour la sécurité des civils, victimes très souvent de vols et autres actes de banditisme. L'association des jeunes patrouilleurs de Gao a été créée en avril dernier et siège là-bas même dans la cité des Askia. C'est donc là la conférence de presse organisée par l'association des jeunes patrouilleurs de Gao ici à Bamako. Actualité africaine en Somalie, les islamistes Shebab ont abandonné leur dernier bastion de Kismayo. Depuis quelques jours, leur ancien QG est contrôlé par les forces de la MISOM et de l'armée somalienne. Il laisse tout de même une zone fortement minée. C'est pourquoi les autorités somaliennes appellent la population civile à réduire les mouvements dans la zone. Le quartier général des Shebab à Kismayo est désert. Les combattants islamistes ont fui leur dernier bastion. Dans la cour, quelques meubles jetés pêle-mêle attendent d'être pillés. Depuis vendredi, le port de Kismayo est en passe d'être contrôlé par les forces de la MISOM et de l'armée somalienne. Nos troupes encerclent la ville et bloquent tous les points d'entrée. Les ennemis ont quitté la ville et se replient dans les zones de Boalé et Djilib. La progression sur le terrain se fait lentement à cause des mines laissées par les Shebab. 3 civils, dont un chef traditionnel, auraient été tués dans ce qui ressemble à des règlements de compte. Nous appelons les habitants de Kismayo à réduire leurs déplacements tant qu'il y aura des mouvements militaires. Nous leur demandons de travailler avec la MISOM et les forces somaliennes pour ramener la sécurité dans le pays. La perte de ce port stratégique va perturber l'approvisionnement en armes des Shebab et mettre fin à tout leur trafic. C'est un tournant dans la lutte contre ce mouvement qui contrôle encore des zones à l'intérieur du pays et des villes secondaires. Cette nouvelle défaite consacre une série de revers militaires. Pour toute réponse, les Shebab multiplient les attaques terroristes à Mogadiscio, mais également sur le sol kényan. L'actualité dans le monde, c'est cette série d'attentats en Irak qui a fait 32 morts et des centaines de blessés. Et le plus jeune des prisonniers de Guantanamo de nationalité canadienne a été transféré dans son pays où il purgera le reste de sa peine de 8 ans. Au Vatican, le procès de l'ex-majordome du pape a commencé. L'homme est accusé d'avoir volé des documents confidentiels dans les appartements privés du pontife. Mais avant de vous développer tous ces sujets, voyons du côté de la Syrie où le souk classé patrimoine culturel de l'UNESCO a été ravagé par un incendie, conséquence des combats entre rebelles et forces armées. Plusieurs centaines d'échoppes en proie aux flammes à Alep en Syrie. Une partie du célèbre souk de la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été ravagée par un incendie, conséquence des violents affrontements qui opposent des rebelles aux forces gouvernementales depuis jeudi. Ce dimanche, l'armée syrienne a de nouveau bombardé plusieurs quartiers de la ville. Au moins 32 personnes tuées et près d'une centaine d'autres blessées dans une série d'attentats perpétrés dimanche en Irak, où les tensions confessionnelles restent fortes. Dans ce quartier à majorité chiite de Tadji, 4 voitures ont explosé faisant au moins 6 morts.
À quelques kilomètres de là, à Bagdad, c'est aussi un quartier chiite qui a été visé par un attentat à la voiture piégée. 2 voitures piégées également à un poste contrôle de Kout, plus au sud, où 4 officiers de police sont morts. Dans cet avion militaire américain, le dernier ressortissant d'un pays occidental détenu à Guantanamo. Omar Khadr a été transféré samedi vers le Canada, son pays natal, où il purgera le reste de sa peine. Condamné à 8 ans de prison après avoir plaidé coupable pour le meurtre d'un sergent américain en Afghanistan en 2002, il était le plus jeune prisonnier de Guantanamo. Omar Khadr avait 15 ans lors de son arrestation. C'est un procès public inédit qui s'est ouvert samedi au Vatican. L'ex-majordome du pape, Paolo Gabriele, est jugé pour avoir volé des dizaines de documents confidentiels dans les appartements privés du pontife. L'ancien secrétaire particulier de Benoît XVI devrait être entendu lors de la prochaine audience fixée à mardi. Il risque jusqu'à 4 ans de prison, mais pourrait bénéficier d'une grâce papale. Retour à l'actualité malienne, commémoration hier du bicentenaire de la guerre patriotique du peuple russe contre les troupes de Napoléon ici au Mali. L'événement a été marqué par la projection d'un film qui a pour titre « Guerre et paix » d'après un roman de Léon Tolstoï. C'était à l'ambassade de la Fédération de Russie, occasion pour la Russie de souhaiter le retour rapide de la paix dans notre pays. Son ambassadeur dans notre pays, Alexei Doulian, est au micro de Ibrahima Traoré. Le message que je voulais passer à l'audience, c'était que toute guerre est une chose affreuse et absurde, puisque ça emporte les vies humaines, les vies des jeunes, ça occasionne des dévastations, des destructions massives, des pertes et des atrocités. Tandis que la paix, c'est ce qui vaut la peine de vivre et c'est ce qui l'emporte de toute façon, en fin de compte. Donc à quoi bon gaspiller les forces, gaspiller les ressources humaines et matérielles pour faire de la guerre? Pourquoi? Et c'était la grande question aussi du film. C'est la grande question aussi qui est posée par Tolstoï, qui était le grand défenseur de non-violence et non-opposition au mal par la violence. Donc ici au Mali, je crois que le message est double, puisque le Mali vit une période très difficile en ce moment. Et mon message, et je l'ai dit dans mon discours, était le souhait le plus vif et le vœu le plus sincère, que la guerre soit jamais chassée par la paix de cette terre malienne ancestrale et qu'on en finit avec toutes ces rivalités, toutes ces hostilités horribles et que la paix puisse s'étendre sur toute l'étendue du territoire malien dans sa totalité et que le Mali uni, pacifié, démocratique et souverain puisse continuer son développement dans la vie pacifique. Je vous l'annonçais dans les titres, malgré la période hivernale, la distribution d'eau potable dans le district de Bamako connaît de sérieuses perturbations. Plusieurs quartiers de la capitale vivent un vrai calvaire lié à de fréquentes coupures d'eau. Les populations de ces quartiers se rabattent très souvent sur des puits ou des châteaux d'eau construits par la communauté ou par des particuliers. Quelles sont les causes de cette pénurie? Les désagréments qu'elles causent aux populations? Nyanya Aliou Traoré a enquêté suivant son reportage. Bamako, la capitale du Mali. 6 communes pour plus d'une cinquantaine de quartiers. Avec une démographie galopante, les besoins de la population s'y sont multipliés. C'est le cas de l'accès à l'eau potable. Nous sommes à Garantigui-Bougou, en commune 6, du côté de la rive droite. Ici, les habitants sont aux abois car l'eau du robinet est une denrée très rare. À Sotiba, dans la cité Mali Univers, la situation est encore plus lamentable. Ici, les habitants n'ont accès à l'eau du robinet que seulement 1 heure par jour. Parfois, il faut attendre 2 ou 3 jours pour tourner la tête du robinet.
Aux 1008 logements, c'est la grande désolation. Habitués aux coupures d'eau qui peuvent persister jusqu'à 4 jours et même plus, la population ne sait plus à quel sens se vouer. On peut faire 2 jours, 3 jours sans eau. Et vraiment, ça nous pose trop de problèmes. Même pour faire la cuisine, on est obligé d'aller acheter des sachets d'eau potable pour venir faire la cuisine. Il n'y a pas d'eau maintenant. Ouais, il n'y a pas d'eau. Depuis 3 h du matin, il n'y a pas d'eau. L'eau arrive à 3 h du matin, bon, on a le temps de prendre quelques gouttes. Et ça, vous vivez cette situation depuis très longtemps, depuis des mois, hein. Je dirais même presque 1 an. Parce que vous voyez que là, c'est des citernes qui nous amènent de l'eau ici. On l'avait à 2 h du matin, on l'avait à 3 h du matin, on l'avait à 4 h du matin. Donc, il faut que l'air baisse chaque fois, il faut que vous le vérifier. On va te donner ça, c'est au siège de la SOMAGEP que nous avons rencontré le directeur général. Face aux différentes coupures d'eau, le directeur reconnaît quelques dysfonctionnements au niveau de son service. La difficulté majeure réside dans le fait qu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande, en ce sens que nous avons des installations qui ont une capacité donnée. Et donc, ces installations doivent répondre à une demande de la population. Mais il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, il existe un déséquilibre qui est en défaveur de l'offre. Nous prenons l'eau brute dans le fleuve Niger. Et particulièrement au niveau des 1008 logements, ils sont alimentés à partir d'une station compacte qui est installée à Mayambougou. Et donc, au niveau de cette station, il y a une décharge publique donc, qui déverse toutes ces impuretés dans le fleuve. Ce qui fait que nos pompes d'eau brute qui prennent l'eau brute dans le fleuve pour le traiter sont bouchées constamment. Et quand ces pompes sont bouchées constamment, nous sommes obligés d'arrêter l'usine de traitement pour déboucher les pompes et ensuite remettre les machines en marche. Donc ces temps d'arrêt, forcément, jouent sur la distribution, sur la production. Il y a un appel d'espoir parce qu'il y a des mesures qui sont prises. Je vous ai parlé de projets structurants qui sont en cours d'être mis en œuvre. La station de Missabougou, elle est déjà en chantier, elle va finir bientôt. En plus de cela, le Premier ministre a posé la première pierre le 4 septembre dernier, la première pierre de la station de Kalabankoro. Donc, toutes ces mesures sont là pour conforter le système, pour apporter davantage de capacité au système d'alimentation en eau de la ville de Bamako. Nous avons fait un tour à l'agence de la Société malienne de gestion de l'eau potable à Kalabankroa, où l'affluence est très grande. C'est dire que les factures continuent de tomber de plus belle malgré les différentes perturbations constatées sur le réseau de distribution de l'eau. Quand on te dit à tous les coups, ta facture, tu gagnes la famille. Par rapport à ça, moi je n'ai rien à dire. C'est mes chefs qui prennent toutes les décisions. Chez moi, c'est marqué 11 mètres cubes. Bon, vraiment, moi je me demande comment, n'ayant pas d'eau, on peut consommer 11 mètres cubes comme ça là. Il faut que les clients, que tout le monde comprenne que la consommation que nous facturons est mesurée. Elle est mesurée avec un appareil. Cet appareil, c'est le compteur. Donc le compteur, il a des limites, il a des seuils d'acceptabilité du comptage. Maintenant, nous avons un banc d'étalonnage du compteur. Nous amenons le compteur sur le banc et nous le testons. Si le compteur n'est pas bon, nous reconnaissons que le compteur n'est pas bon et nous reprenons la facture. Mais si le compteur il est bon, il fait des mesures qui sont correctes, eh bien, nous sommes obligés aussi de reconnaître que ces mesures sont correctes. Maintenant, si malgré que nous avons détecté, nous avons étalonné le compteur et nous l'avons trouvé bon, le client continue à croire que sa facture n'est pas réelle, le client peut s'adresser aux structures de l'État. À Sotuba également, dans la cité Mali Univers, les habitants ne décolèrent pas face au problème de la facturation. Selon eux, c'est normal de payer quand on consomme, mais tel n'est pas leur cas. Autrement dit, ils accusent la SOMAGEP de surfacturation. Il y aura toujours une facture mensuelle, on va toujours donner une facture à nos clients, ne serait-ce que la facture d'entretien.
Maintenant, s'il y a des clients qui reçoivent des factures de consommation qu'ils jugent exorbitants par rapport à leur consommation réelle, ces clients ont la latitude de s'adresser à nos agences et de contester cette facture. Nous avons des procédures qui sont là, qui permettent à chaque client de dire non, je ne suis pas d'accord avec ma facture, et ça c'est normal, et ça c'est légal. Et nous sommes obligés de prendre ces réclamations en compte et de les traiter. Les explications du directeur sont-elles assez rassurantes, voire persuasives, pour calmer la souffrance de ces nombreux foyers en manque d'eau potable malgré la crue du fleuve Niger en cette période hivernale? Voilà qui est bien dit, Nyanya. Espérons que des solutions seront vite trouvées. Sport basketball, l'afro-basket féminin des moins de 18 ans a vécu. Les juniors maliennes se sont inclinées en finale hier à Dakar face aux Sénégalaises. Score final 55-50. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Kodi Sibi et Mbarakou Maïga. La salle Marius Ndiaye a connu du monde pour cette finale. Les Aiglons démarrent fort avec un pressing haut sur les Sénégalaises, leur infligeant un cinglant 6-0 après 3 minutes de jeu. Les Lioncelles tentent de s'extirper du marquage des Maliennes, mais la défense de l'équipe de Mohamed Saleh Maïga reprenait le dessus. Très coincées à l'intérieur, les Sénégalaises tentent des tirs primés en vain. La bonne défense du Mali relance son attaque qui se sort d'affaire. Les Aiglons ont plus 6 au quart-temps initial, 19-13. De retour sur le parquet, l'équipe du Sénégal n'a pas jusqu'à présent la solution à la défense du Mali. Devant, les appels en profondeur d'Aminata Traoré dans la raquette donnent des fautes aux Sénégalaises. Malgré quelques réactions d'orgueil côté sénégalais, les Maliennes utilisent bien l'intérieur. Les Lioncelles jouent en contre et mettent la pression en réduisant l'écart. À la mi-temps, le Mali ne mène plus que par le score de 29-28. Survient encore l'éternel problème de lumière dans la salle Marius Ndiaye. Le match est arrêté pendant près d'une heure. À la reprise, la zone du Mali n'est plus efficace et laisse des passages aux Sénégalaises qui en profitent pour passer de justesse devant, 40-38 à la fin du troisième quart-temps. Le suspense bat son plein dans le dernier acte de jeu. Les Aiglons resserrent les tout en défense et se relancent. Le score connaît des évolutions terribles. Dans le Money Time, les cadres de l'équipe malienne n'ont plus de jus, n'ayant pas bénéficié de temps de repos. Le Sénégal, qui tournait à 8-9, termine fort le match en contre. Les Sénégalaises l'emportent 55-50. Les juniors du Mali, qui rêvaient de l'exploit de leurs aînés il y a 5 ans ici à Marius Ndiaye, doivent attendre une prochaine occasion. Elles n'ont surtout pas démérité. Je crois que nous avons très bien joué. Je félicite vraiment les filles. Oh, nous savons dans quelles conditions on allait jouer à Dakar ici. On a 1 heure de temps pour nous casser et jouer. Mais ça fait partie des matchs. Mais en tout cas, nous avons très bien joué. Je félicite le Sénégal et je leur dis merci. Mes impressions sont très bonnes. Comme vous l'avez dit, la finale a été âprement disputée. Et je félicite l'équipe malienne. Il n'était pas évident que cette équipe arrive à ce niveau, compte tenu de toutes les difficultés que le Mali connaît. Et elle s'est battue jusqu'au bout. Elle a perdu, il faut qu'il y ait un perdant, elle a perdu, mais elle n'a pas démérité. Je pense que nous avons une très bonne équipe comme ça. Il s'agit de l'encadrer davantage. Dans tous les cas, cette équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il faut la préparer maintenant pour la Coupe du Monde. Au chapitre de distinction, côté malien, Aminata Fakoro Traoré est désignée meilleur pivot, alors que Mariam Koné est non seulement meilleure meneuse, mais aussi meilleure tripointeuse. 27 ans après sa dernière finale de la catégorie, le Sénégal remporte enfin le trophée. Le Mali a la médaille d'argent et l'Égypte la médaille de bronze après son succès 45-44 aux dépens de la Tunisie. Félicitations aux filles. Fin de cette édition. L'émission Questions d'actualité a pour sujet ce soir rôle des partis politiques en période de crise. Une émission en direct et en synchronisation avec la radio nationale. Elle sera dirigée par Baba Daga Maïssa. Question d'actualité, c'est à 21h30. Mais avant, vous aurez Mali 1 et Indivisible qui traite le thème de la cohabitation des communautés dans le nord du pays. Amadou Sankari et toute son équipe
vous retrouve juste après cette édition. Pensée profonde pour nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour les éditions de la journée. Merci et excellente soirée en compagnie de nos programmes.